À tous et bienvenue dans le Club Pancho, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Le lancement officiel de la Ligue 1 n'aura pas déçu puisque l'OGC Nice a perdu le foot lamentablement à domicile contre le Toulouse Football Club. Voilà, 1-0, un but en fin de match signé Djibril Sidibé qui n'avait plus marqué depuis 2018. 2019, enfin 2019. bref, une éternité. Un match vraiment pas agréable, on va pas se le cacher, des deux côtés. C'était vraiment bof pour les fans de foot. Mais alors pour les supporters de l'OGC Nice qui étaient présents au stade et ceux qui ont vu le match à la télé, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, fallait pas être dépressif, fallait pas avoir des idées suicidaires, puisque franchement, c'était déplorable. Bien 90% du match. Voilà, l'OGC Nice n'y est pas. C'est inquiétant. Voilà, ça va être un peu le titre de ce débrief. Pour revenir un peu sur l'actualité, parce qu'on va parler aussi un peu mercato et parler également du match, de ce qu'on a vu et de ce qu'on n'a pas vu, j'ai le plaisir déjà d'accueillir un revenant, un habitué de l'émission, c'est Hugo. Bonsoir Hugo, comment tu vas? Salut Pancho, ça va bien. Ça fait 48 heures qu'on a pu évacuer un petit peu ce match infâme et cette belle semaine, puisque entre les clims du mercato, l'élimination contre Benfica, la reprise de la Ligue 1, la clim de Djibril Sidibé, on a vécu déjà une belle semaine bien au GC Nice, alors que c'est que la première de la saison. Donc force à nous et force à nous aussi pour ce débrief qui s'annonce chargé, mais pas forcément positif. C'est vrai que on est le 18 août à l'heure de l'enregistrement, j'ai l'impression qu'on est au plein mois de mars-avril, qu'on n'en peut déjà plus, on est sur les rotules, c'est terrible. Et une première dans l'émission, et puis il a quand même la chance d'avoir un prénom iconique dans le club Pancho, puisqu'il s'agit d'un Romain avec des cheveux grisonnants. Bonsoir Romain, comment vas-tu? Salut Pancho, salut Hugo. Bah écoute, ça va mieux que samedi 23 heures. On a eu le temps de se calmer, on a retrouvé la voie et je pense qu'on va faire une bonne émission. On a des choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire. Effectivement, on est dans un contexte où voilà, on est à la recherche un peu du positif. Donc voilà, installez-vous bien. On est parti pour une heure d'émission. Et si tout comme Romain, vous souhaitez eh bien, venir dans l'émission, échanger, si vous êtes auditeur ou pas d'ailleurs, n'hésitez surtout pas. Voilà, le micro il est ouvert à toutes et tous. Avant de parler du match, eh bien des arrivées quand même, on n'en a pas parlé ici. Déjà celle de Salis Abdoul Samed, fin de semaine dernière, qui a signé donc pour un montant de 2,5 millions d'euros. Je crois que c'était hors bonus, un contrat de 3 ans plus un pourcentage à l'eurovente. Un milieu de terrain du RC Lens qui était dans un loft depuis le début de la préparation. Une très très grande saison 22-23 qui a vu le RC Lens terminer second. Il avait la lourde tâche de remplacer Doucouré au milieu de terrain sous Francaise à l'époque. Il vient donc garnir un secteur de jeu pas mal amputé, notamment par la blessure, les blessures de Morgan Sanson et Tanguy Ndombele. Il avait terminé l'année dernière par un prêt à Sunderland dans l'anonymat, j'ai l'impression, le plus complet. Sunderland qui remontait en PL récemment. Et là, c'est fait, au moment où on enregistre, ding dong, comme disait ce bon vieux Santi Aouna de Foot Mercato, arrivé de Kevin Carlos, attaquant du FC Bâle, auteur de 13 buts la saison dernière. Alors, on va faire un numéro pour ces deux joueurs à part, mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il a marqué 13 buts sur la saison dernière, c'est pas trop mal, il a des stats plutôt honorables dans le championnat suisse, mais qu'il a été sur le banc à partir de mars, et que vraisemblablement, les supporters balois sont super contents de le voir partir, parce que pour eux, c'est une superbe vente, 6 millions, bonus compris, pour un attaquant qui aura signé un contrat de... Je crois en plus c'est un long contrat, Hugo. 4 ans. 2030, là, c'est 2030. 2030. 2030. Ouais, c'est Contrat de ça. 5 ans. Écoutez, de toute Pas façon, se rater, hein. on va prendre le temps. On va prendre le temps de découvrir. On va pas tirer de conclusion hâtive. Je pense qu'on est juste un peu émoussé, on va dire physiquement déjà. Mais déjà, je vais te questionner, Hugo, un peu, bon, au travers de ces deux arrivées-là et même du mercato global. Quel est ton ressenti? Voilà, tu te positionnes comment voilà, au 18 août en tant que supporter niçois?
Ah, forcément, je ne vais pas révolutionner les avis qu'on a pu lire, notamment sur Twitter ces derniers jours. Ça devient très compliqué. Pourtant, moi, je faisais partie de la team positif pendant longtemps sur ce mercato, on va dire jusqu'à la fin juillet. Je trouvais que ce qu'on faisait avec nos moyens, c'était plutôt cohérent. On allait chercher un petit peu avec la cellule de recrutement des profils un peu dans les championnats mineurs, ce qui était dealé depuis longtemps. On savait que ça se passerait comme ça. Mais par contre, je pensais qu'arriver début août, sur certains profils, tirer sur des joueurs plus confirmés, que tu aurais économisé ton budget de transfert pour aller sur des profils un petit peu comme on avait fait l'année dernière, sur des clauses, tu vois, des joueurs qui sont confirmés à moindre prix. Je pensais que ce serait la deuxième étape de mercato. Sauf qu'à partir de là, c'est quand même parti un petit peu dans tous les sens. Puis parce qu'on a le fameux Königsdörfer, puis Madi Camara, etc. etc. Je ne sais pas comment on a pu en arriver dans cette situation où, tu l'as dit, on fait venir Abdoul Samed, qui correspond pas vraiment au profil de Madi Camara, qui était quand même à deux doigts de signer. Là, on se retrouve sur Kevin Carlos le 18 août, alors que tu as tes deux attaquants phares de la saison dernière qui sont partis. On a un petit doute sur le profil technique du joueur. Donc il y a beaucoup d'inconnus sur le ciblage déjà des profils, puis sur ouais, le budget alloué à ces postes qui sont quand même clés. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Donc forcément, c'est difficile d'être positif, surtout que là, le climat est délétère parce que tu avais une échéance super importante en Ligue des Champions qui est bah, c'est censé être un tournant positif. Dans aucun monde, ça peut être un truc négatif de jouer un match contre Benfica en Ligue des Champions. Et là, tu as l'impression que ça t'a plombé déjà pour la saison. Donc forcément, l'état d'esprit est pas très positif et on reviendra peut-être en détail plus tard sur le profil des deux recrues, mais ça soulève quelques questions. Ouais, effectivement. Romain, qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ça? C'est vrai que comme l'a dit Hugo, tu avais quand même une échéance importante avec ce double match contre Benfica. Tu passes complètement à côté. Et je te rejoins, Hugo, sur le timing. C'est vrai que jusqu'à fin juillet, moi, j'étais plutôt positif, rassuré. Mais dès lors que tu as la succession des départs de Laborde-Guessant et que ça tarde, et que ça tarde, et que là, tu commences à avoir une succession, on va dire, de mauvaises nouvelles, là, ça, honnêtement, le mois d'août, il a été quand même catastrophique, Romain. Un peu pareil, je rejoins Hugo sur tout ce qu'il a dit. C'est l'anticipation en fait. On savait très bien qu'on perdait Guessant, Laborde qui représentait trois quarts de nos buts. Il y a eu aucune anticipation. Et vers toutes les années, on entend dire un mercato, ça se prépare 3, 4, 5, 6 mois à l'avance. Mais là, j'ai l'impression qu'on n'a rien préparé du tout. On savait en plus qu'on avait cette échéance contre le Benfica. Moi, on l'a sabordé, on s'est donné aucun moyen pour passer ce tour. On a fait, oui, moi aussi, juillet, je disais, oh, ça démarre bien, tranquillement, mais ça démarre bien. Je pensais que ça allait enchaîner, mais au final, on se prend des refus, des visites médicales qui passent pas. Madi Camara, au dernier moment, il part à Rennes. Il donne sa parole, ok, mais je peux le comprendre aussi. Enfin, il y a rien qui va. Au final, on se retrouve avec Carlos, je sais même plus comment il s'appelle, Carlos, je sais même Kevin plus. Carlos. Kevin Kevin Carlos. Carlos, qui est un 4, 5e couteau, je pense. Hein. C'était pas la priorité. Hein. On se retrouve avec cet attaquant. On va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, on s'est sabordé tout seul, j'ai l'impression. Et surtout, on sait pas quel moyen on a. On est dans le flou. D'autant, moi, ce qui m'a surtout posé problème, c'est que je trouvais que le début du mercato, justement, dans l'anticipation, on était plutôt là. Tu vois, Boulka, il est remplacé avant même qu'il parte. Djouma C'est Ba. ça, Djoumaba oui. arrive très tôt pour combler les absences de Abdelmonem et de Youssouf. Donc, en fait, tu as prouvé que tu pouvais, sur certains profils, anticiper. Mais sur l'action de l'attaquant, c'est lunaire quand même. On était tous d'accord, même il y a 6 mois, que Guessant et Laborde, on savait qu'ils allaient partir. Parce que Bien sûr. Laborde, il avait ce salaire trop imposant et Guessant, pour la suite de sa carrière, c'était sûr qu'il allait partir. Donc, c'est impossible sportivement de se retrouver le 18 août sans attaquant. C'est pas acceptable. Et, En termes de besoins, messieurs, là, bon, on a signé un milieu de terrain, on a signé un attaquant. Romain, tu vois quel autre besoin actuellement? Ça parle d'un piston, ça parle également d'un autre attaquant. Là, on parle beaucoup de Sinayoko de la JOCR. Pour toi, les besoins se situent où actuellement dans l'effectif de l'OGC Nice? moi, en premier lieu, il faudrait des gars d'expérience. Mec comme Madi Camara, il avait l'expérience Ligue 1, il connaissait la Ligue 1, ça fait quoi, 4, 5 ans qu'il y est. Un joueur confirmé qui a fait ses preuves en Ligue des Champions même.
Je trouve qu'on prend pas de gars d'expérience. Il en faut dans cette équipe. C'est trop jeune. Pour moi, il faut un autre attaquant parce que Mofi, je le compte pas. Je le compte pas. Et il faut un milieu de terrain costaud. Je parlais de Matic. C'est peut-être abusé niveau salaire, je sais pas. Et même lui, je sais même pas qu'est-ce qu'il viendrait faire ici. Mais c'est un mec comme ça, mec d'expérience, qui va te rassurer les jeunes à côté, qui va bouger un peu tout le monde. On parlait même de Balotelli pour rigoler sur Twitter. Et lui, il va nous faire plaisir. Il pourrait nous faire plaisir. Il va en castagner un ou deux. Il va mettre le feu au vestiaire. Enfin, non, je rigole, mais surtout l'expérience qui nous manque. Hugo, l'expérience manquante dans cet effectif, et j'aimerais avoir aussi un peu ton avis. C'est vrai que depuis quelques jours, celui qui cristallise aussi énormément les critiques, on en parlera plus en détail avec Romain Chouchou en fin de mercato, c'est Fabrice Boquet qui prend la relève officiellement eh bien dans 3 jours de Jean-Pierre River en tant que président de l'OGC Nice. C'est son premier mercato, on va dire, officiellement en tant que tête de gondole du projet OGC Nice, tout comme Flo Maurice. Pour l'instant, on va dire que c'est moyen moins, j'ai envie de dire même. Et on voit beaucoup de reproches sur, on va dire, son lien avec Ineos. Forcément, il est salarié Ineos. L'intérêt du club dans un second plan. Alors, bon, forcément, nous, on n'est pas dans les secrets des dieux, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais pour le coup, on ne peut pas non plus sous-estimer le fait que Bokeh, du moins sur les réseaux, se fasse pas mal bouger. Ouais, c'est clair, on lit beaucoup de choses. Forcément, après, c'est aussi humain qu'il y ait de la frustration aux côtés des supporters parce que l'intersaison est catastrophique. Mais moi, de mon côté, contrairement à Romain Chouchou, donc j'ai pas d'informations, je sais pas comment établir les responsabilités. Tout ce qu'on peut faire, c'est juger les faits. Et les faits, c'est que là, le mercato, il est cata. D'après, la faute à qui? Est-ce que c'est la faute d'Ineos parce qu'il n'y avait pas d'argent? Mais ça, on le savait déjà depuis longtemps qu'il n'y aurait pas d'argent sur ce mercato. Il n'y avait pas d'argent sur le mercato de l'année dernière. Et il était quand même beaucoup plus qualitatif. On parlait des profils d'expérience. Tu fais venir quand même Klose et Ndombele, qui sont certes, pour Ndombele, un pari, mais c'est quand même un joueur d'expérience, un vrai joueur de foot. Cette année, t'as pas d'équivalent à Klaus Ndombele dans ton mercato, par exemple. Et l'année dernière, tu fais venir des jeunes, donc des prospects comme Bombito et Abdelmonem, mais qui ont quand même une certaine expérience. Abdelmonem, il a joué des finales de Coupe d'Afrique des Nations. Bombito, il était international canadien. C'était des jeunes, mais des jeunes qui étaient quand même pas si jeunes que ça, en tout cas au niveau du foot. Là, cette année, les jeunes que tu fais venir, bah, Opong, on début satisfaisant, mais il vient vraiment de nulle part. On va pas refaire tous les joueurs qui sont arrivés, mais il y a quand même une baisse en termes de qualité par rapport au dernier mercato. Et sur l'échelle des responsabilités, je ne sais pas comment la définir, mais c'est clair qu'il y a un problème de ciblage sur certains postes clés. Les départs, moi, ils me dérangent pas parce que bah, c'était logique. On sait que la situation économique du club, elle est pas au beau fixe. Donc un Laborde, c'était normal qu'il parte. Un Guessant, pareil pour sa carrière. Boulka, logique aussi, il n'a pas voulu prolonger. Donc en fait, les départs ne me dérangent pas. Mais c'est la manière dont tu as anticipé surtout que c'est des postes clés, c'est des joueurs clés, quoi. Donc normalement, c'est quelque chose qui devrait être vraiment. Moi, c'est ça qui me gêne le plus, c'est anticipation et ciblage des profils, parce qu'on y reviendra peut-être sur Abdoul Samed. Je suis pas convaincu par le profil. Et Kevin Carlos, je connais vraiment pas trop le joueur, mais là aussi, j'ai des doutes sur le profil. Donc c'est vraiment ces deux points clés qui sont vraiment pour moi purement sportifs qui me gênent. Et je sais pas si c'est Bokeh qui a la main sur le ciblage des profils, par exemple. Donc à voir, à définir. Je pense que l'émission avec Romain, pour le coup, sera très intéressante et je l'écouterai avec plaisir. D'ailleurs, par rapport au mercato, Romain, là aussi, ce qui fait un peu grincer les dents, c'est que depuis l'année dernière, tu réalises quand même des ventes très importantes, historiques dans l'histoire de l'OGC Nice. Todibo, Thuram, Guessant. Voilà, tu as 40 avec Todibo, tu as 20 avec Thuram, tu as 35 avec Guessant, tu as 15-16 avec Bouka. Et bon, on n'est pas dans Football Manager ou dans FIFA où tu te dis que voilà, tout l'argent du transfert, voilà, il est disponible. Voilà, on le sait, il y a un déficit structurel au sein de l'organisation de l'OGC Nice qui fait que on ne peut pas investir autant qu'on vend, du moins actuellement. Mais quand même, je pense que, comme le dit Hugo, il y a peut-être aussi un manque de cohérence et de qualité. C'est ça qui frustre beaucoup de personnes extérieures, en fait. Où va cet argent? Tu fais comme
tu nous as dit, tu as fait des ventes exceptionnelles pour le club. En 2 ans, on doit être à plus de 100 millions. Où va cet argent? On n'a rien réinvesti. J'entends en plus que Ineos est obligé d'apporter 60 millions pour restructurer tout ça. Enfin, où va cet argent? Je dis pas de réinvestir 50 millions sur un avant-centre, 30 millions sur un défenseur. Et tu sais que l'avant-centre, c'est le poste principal. Mais 20 millions sur un bon avant-centre que tu es sûr qu'il va te planter, surtout que tu sais que tu vas perdre tes 2 avant-centres. C'est ça qui frustre en fait. Où va l'argent en fait? Et on sait pas, on sait pas. Hugo, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, moi aussi, ce qu'il faut relever, c'est ok, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y en a quand même. Je pense que cumulé, 10 on a millions quand même sur investi Janssen, une les vingtaine. gars. 10 millions sur C'est Janssen. c'est ce Enfin, que je veux dire, j'allais dire. C'est ce que j'allais Non, dire. ouais, En fait, c'est ça. C'est l'argent. Comment tu l'investis? Parce que 7 plus 3 sur Isaac Johnson, est-ce que c'était la priorité, le poste prioritaire, le poste d'ailier gauche, milieu offensif cet été? Je suis pas sûr. Est-ce que c'était le bon profil à ce poste-là? Pas sûr non plus. Surtout que tu vois que t'as pas vendu Boga et on pensait que vendre Boga aussi. ouais, mais tu l'as pas vendu, il risque de rester parce que donc en fait, est-ce que ça c'est on avait quand même un peu d'argent et je trouve qu'on l'a mal géré. Ce 7 plus 3 sur Janssen, moi il me questionne un peu quoi. Tu as vendu quand même pour 50 millions. Ouais, mais même avec les faibles moyens que tu as, je trouve qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux sur les profils que tu as Ah, ciblés clairement. Ah, et sur ça, je suis la d'accord. manière dont tu as équilibré le budget quoi. Pour moi les grosses sommes elles devaient aller sur l'attaquant quoi. L'attaquant et le gardien. C'était les priorités Clairement. donc bizarre, étonnant. d'ailleurs, Hugo, par rapport à Abdul Samed, t'en parles un peu. Bon, tu suis, enfin, sans doute plus que certaines personnes, un peu le championnat français. Quel est ton ressenti un peu sur le profil du joueur? C'est un joueur qui connaît bien Francaise, on l'a dit, qui a connu sans doute la meilleure saison de sa carrière, mais qui ensuite a eu une période compliquée. On parle aussi beaucoup de l'extra sportif. Voilà. Bon, on n'y était pas, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, on sait que voilà, il y a d'autres choses qui se jouent des fois dans la performance d'un joueur. Mais c'est vrai que pour le coup, voilà, on parle d'un Amadou Haïdara, on parle d'un Madi Camara, puis ensuite on se rabat sur Abdul Samed. Euh, Tu penses quoi de l'arrivée du joueur par rapport aux besoins finalement au milieu de terrain? Par rapport aux besoins qui nous avaient été donnés à la base, c'est Franquès qui l'avait répété plusieurs fois, c'est qu'il voulait vraiment un joueur d'équilibre, vraiment un vrai milieu défensif capable d'apporter du volume et du physique. Donc là-dessus, Abdoul Samed, ça colle, mais ce qui colle pas, c'est Madi Camara. C'est un profil que je trouve différent, plus offensif, un peu plus box-to-box. Et quand tu vois que tu étais vraiment à deux doigts de le signer, moi je vois une incohérence entre son profil et celui d'Abdoul Samed que je trouve bizarre d'un point de vue de cohérence sportive. Si tu me dis que directement on va sur Abdoul Samed, bah ok, c'est le choix du coach, et il connaît le joueur, il estime que c'est vraiment le profil dont il a besoin, pas de problème. Mais le fait que il y ait l'épisode Madi Camara d'abord, je trouve que ça démontre un peu d'une incertitude, un petit peu incohérence sur le profil clairement ciblé au milieu de terrain. Donc c'est mon plus gros problème avec ce transfert. Mais sinon, le joueur, bah, si tu me dis qu'il signe 2 ans en arrière, je suis refait parce que vraiment sa saison avec Lens où il termine deuxième, c'est vraiment le cerveau de l'équipe. C'était vraiment un excellent joueur. Mais le problème, c'est que bah, depuis, tu as les 2 saisons. Tu as une grosse blessure l'année dernière au psoas, donc qui est une région en plus chiante à soigner. Donc tu te dis que bah, pour qu'il se remette au top, bah, tu vas avoir, ouais, tu vas avoir surtout quoi. Il a fait une partie de sa prépa avec la réserve. Donc 3-4 mois, je pense, avant qu'il arrive vraiment au top. Ça pose problème aussi. Là, tu as beaucoup de blessés dans ce secteur-là. Tu as besoin d'un apport immédiat. Donc là aussi, incertitude physique qui pose problème. Euh, dommage. Dommage, mais pour le coup, par contre, je pense que c'est sûr que c'est pas trop audible en ce moment parce qu'on a besoin de qualité d'un apport immédiat. Mais dans quelques mois, pour le coup, je pense que ça peut coller avec Francaise. Mais malheureusement, c'est pas ce dont on a besoin à l'heure actuelle, quoi. Romain, le mot de la fin sur le mercato, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? On a retardé le plus possible l'échéance avant d'évoquer Nice-Toulouse, mais je te laisse la possibilité de rajouter quelque chose si tu en as le souhait. Oh, bah, on va voir, hein, parce qu'on est que le 18 août, on va dire. On reste positif, mais bon, pour l'instant, c'est très mal géré. On n'a pas comblé les besoins de l'effectif et c'est très mal géré. Après, il s'ajoute, je pense pas qu'on ait pris au Pong pour jouer titulaire d'entrée. Il se retrouve qu'on ait une multitude de joueurs blessés, ben, il se retrouve titulaire. Et
Même Jansson. Jansson à voir. Franchement, à voir dans une équipe qui tourne, je demande à voir. Parce que je pense il a quand même du ballon et on va voir. Mais Jansson, c'est pour le coup, je trouve que l'investissement, comme on le disait, il est important. Mais par contre, en termes de profil, je trouve que ça peut vraiment, vraiment coller avec le style Hayes. oui, oui, moi aussi, mais associé à un bon attaquant. Oui, voilà. On va y revenir. Mais moi, je vais quand même donner un peu mon ressenti sur le mercato rapidement. Après, on passe sur le match. Et on se l'est dit un peu avant de lancer l'émission. J'ai ce sentiment-là, mais attention, hein, c'est très, très pessimiste ce que je vais dire. Mais en même temps, c'est ma réalité. Parce qu'il peut se passer n'importe quoi jusqu'au 31 août, 1er septembre, 2 septembre. Je ne sais pas exactement quand est-ce que se termine le mercato. Pour moi, dès lors que tu as balancé comme tu as balancé Benfica, je dis pas que la saison elle est ratée, parce que il reste encore 3 compétitions dans lesquelles tu vas évoluer quand même. Mais pour moi, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Voilà. Tu te bats pendant 34 journées pour viser une quatrième place méritée au regard de la saison, parce que tu ne la dois qu'à toi-même, pour faire des matchs comme ça avec des équipes autant diminuées en faisant tourner au match retour. Mais c'est une faute professionnelle. C'est une faute professionnelle parce que l'écart de niveau, ça n'aurait rien changé, hein. Mais mets-toi dans les dispositions idéales pour préparer ce rendez-vous, parce que là, tu rates Benfica, tu rates ton début de saison contre Toulouse, qui avait pris 2 pilules lors de la pré-saison et qui gagne en fait ce match dont on va parler maintenant en fin de match sur un but de Djibril Sidibé. Euh, Hugo, bon, tactiquement, on était toujours sur ce 3-4-3. On était sur la même défense que contre Benfica au retour, sur une doublette au milieu de terrain Boudaoui, Louché. Il y avait Klos, il y avait Barr, et devant, ben, la triplette du moment, Buonanni, Jansson, Mofi. Il y avait quand même la possibilité de bien commencer à domicile contre un adversaire abordable. Il y a eu des temps forts pour l'OGC Nice, notamment, on va dire, en deuxième mi-temps. Mais quand même, c'est trop faible, c'est trop peu pour espérer l'emporter, même contre Toulouse, en fait, parce que ça reste une équipe, malgré tout, compétitive en Ligue 1. Non, bah ouais, tu l'as bien résumé, c'était fébrile dans tous les domaines. Tactiquement, pas au point. Le 3-4-3, on y reviendra peut-être, mais avec les joueurs qui sont actuellement disponibles, pas sûr que ce soit le meilleur choix, même si c'est le système favori de Francaise. Physiquement, on a senti les joueurs bah, déjà émoussés, quoi. C'est OK, il y avait le match de Benfica 4 jours avant, mais tu peux pas être émoussé à ce stade de la saison. Normalement, c'est le stade c'est le moment où tu arrives avec le plus d'énergie. Techniquement, c'était franchement des deux équipes, hein, mais on va surtout parler de nous, mais c'était vraiment une horreur. La première mi-temps, c'est. J'ai rarement vu ça quand même à Nice récemment. On a quand même souvent eu, on critique souvent nos équipes, mais on a quand même eu ces 10 dernières années un step réalisé en termes de qualité. Là, le début de match, j'ai eu l'impression de voir les premiers pas de Patrick Vieira. L'année où on se prend 4-0 par Dijon avec Danilo Barbosa et Misiane, etc. Là, c'était une catastrophe techniquement. Ouais, il y a franchement pas grand-chose en fait à sauver et à décrypter de ce match, si ce n'est ce qu'on a déjà dit contre Benfica, c'est-à-dire bah, des méformes physiques, joueurs pas adaptés au système actuellement et inquiétude parce que bah, les blessés vont pas revenir tout de suite et ouais, pas rassurant quoi. Pas rassurant, inquiétant. On a parlé du système, Romain, c'est un sujet qu'on va évoquer tout de suite. Bon, on a beaucoup parlé de ce système aussi l'année dernière, qu'on avait vu évoluer en fin d'année civile 2024, avec des résultats plutôt intéressants, mais surtout, on va dire, une équipe qui semblait plus à l'aise. Et bon, on aurait pu s'attendre sur le match retour contre Benfica de voir quelque chose de différent. Euh, Aujourd'hui, quelle est la part selon toi, Romain, du système euh, dans les mauvaises performances? Est-ce que c'est quelque chose qui est minime, ou est-ce que tu considères réellement que cette équipe doit évoluer à 4 derrière, 4-2-3-1, 4-3-3, enfin... Oui, pour moi, avec les forces en présence, on peut pas rester à 3-4-3 comme ça. Moi, on doit enlever un défenseur et rajouter un milieu. Comme je t'ai dit en off, les deux milieux, Boudaoui, Louché, j'ai rien contre eux, mais à eux deux, ils font 30 kilos.
ils doivent récupérer les ballons, c'est eux qui doivent faire le jeu. On se retrouve à que ce soit Boudaoui et Louché qui font le jeu, c'est lunaire. Et comme je te dis aussi, les deux, Douaniani, Janson, ils font quoi? Ils sont excentrés. Ça laisse pas Klose et Bard dédoubler. Enfin, il y a trop d'incohérences. Et pour moi, le sujet principal, c'est techniquement. Techniquement, c'est d'une faiblesse. On s'adapte pas aussi. On joue avec Mendy bas au Pong et on cherche toujours à relancer propre de derrière. Mais on voit qu'on ne réussit pas à le faire. Ça marche une fois sur 6. Et 5 autres fois, ben, il y a danger contre nous. Adapte-toi, tu mets des longs ballons et Mofis se démerdera devant et il faut être au second ballon. Et, c'est ça, moi, qui peut relancer propre avec Dante. Lui, c'est un régal. Relancer propre avec Mendy, on transpire à chaque relance. Hein. Ouais, c'est vrai que finalement, tu perds aussi en qualité derrière, autant en termes de niveau que en termes de relance. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu en préparation, hein. On a déjà assisté à une boulette qui aurait pu être dramatique de Yevan Ah oui, Diouf oui. lors de ce match-là. Hugo, est-ce que pour toi, Francaise, par rapport à ce système-là, il est un peu trop buté? Là, par rapport aux forces en présence, je pense notamment offensivement, tu as du Diop, tu as du Buonani, tu peux créer autre chose concrètement, tu peux apporter un peu plus de densité dans l'axe. Euh, Là, on a l'impression que déjà, tu as un trou, tu as un no Ah man's ouais. land entre Toucher Boudaoui et Mofi, il y a ouais, 40 mètres. soit les milieux de terrain, ils sont trop bas et t'as rien pour enfin, t'as personne pour mener le ballon justement à une phase offensive, ou soit ils sont trop hauts parce qu'ils se font prendre en transition défensive et c'est le néant. Est-ce que tu considères que la part du système est importante à l'heure actuelle? Bah, peut-être pas la plus importante, mais je pense que ça joue quand même. Et moi, c'est surtout plus que sur la défense, c'est vraiment sur les trois de devant que ça me semble pas possible de continuer comme ça dans les prochains matchs. Bah, les stats le montrent, hein, tu as 0 but en 3 matchs, seulement 5 tirs cadrés. En fait, tu es d'une stérilité incroyable. Et parce que je trouve que Buonani et Jansson sont mal utilisés dans ce rôle des joueurs de côté. En fait, Buonani, c'est pas une surprise, on l'a beaucoup répété dans cette émission. Bah, il est jamais plus à l'aise que quand il est dans l'axe. Alors, il se fait défoncer sur ce début de saison et c'est plutôt mérité parce que ses performances sont pas au niveau. Mais on sait très bien que Buonani, un peu comme Sofiane Diop, c'est un joueur de ballon, c'est un joueur qui a besoin d'être dans le cœur du jeu, qui a besoin de créer en fait. Et on en manque cruellement de cette création. Donc je trouve ça dommage, surtout qu'en fin de saison, Bonani, sur sa très bonne période, il est axial. Le système se transforme un peu en 3-4-1-2 avec Laborde Guessant devant et Bonani en soutien. Euh, Pourquoi pas le remettre dans l'axe et mettre Jansson aux côtés d'un Mofi qui aussi est catastrophique, mais qui serait peut-être plus accompagné comme ça et il pourrait peut-être plus combiner, mais même si c'est pas sa force, mais il serait moins isolé et tu aurais moins ce problème de trou au milieu. Donc ouais, je pense qu'il y a des choses à faire. Puis même avec les forces en présence sur le banc, on a beaucoup critiqué Jérémy Boga, à raison, parce qu'il est attitude et niveau pas possible. Mais en fait, vu la tournure du mercato et le fait qu'on a personne devant, bah, moi, Boga, je veux plus qu'il parte en fait. C'est-à-dire qu'on est tellement en manque de munitions. Bah, Boga, en fait, il est là, tu vas l'utiliser. Je comprends pas en fait le traitement. Pourquoi en fait il est encore au club? Alors utilisons-le, non? Dans beaucoup de clubs, ça se voit. Des joueurs qui sont en instance de départ, bah, ils continuent à jouer. Donc un peu incompréhensible aussi, parce que d'autant que quand il rentre, c'est pas incroyable, mais au moins il a le mérite même si ça peut nous énerver, ces chevauchés qui se terminent souvent à s'empaler sur le défenseur, mais au moins il y a quelque chose, il se passe quelque chose en fait. Donc vu notre situation, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'utiliser, de pas utiliser certaines de nos forces vives. Offensivement, Romain, faut aussi parler bon, d'un joueur qui cristallise un certain nombre de critiques. Bon, on est dans la continuité de Benfica, mais voilà, si vous suivez Romain sur Twitter, vous avez vu sans doute la petite capsule vidéo de l'action. C'était en première, En deuxième mi-temps. deuxième mi-temps, Ouais, c'était ça. où 70e, il c'était. y a une balle dans la profondeur pour Jansson qui donc fait un appel, on va dire en diagonale, qui part de la gauche et qui rentre dans l'axe. Contrôle orienté et donc centre ras de terre, zone parfaite. Et en fait, Mofi, à ce moment-là, bah, il est vraiment à peut-être 30 mètres du but. Il est plus loin, enfin, je pense qu'il est peut-être dans l'arc de cercle, donc Il est on va au dire 16 il a mètres, il est. 20-25 mètres Ouais, environ, c'est ça. et il est au petit trot, quoi.
Et c'est vrai que pour le coup, bah, c'est ton numéro 9 quoi. C'est ton numéro 9. Donc Romain, toi, tu étais au stade en plus de ça. Ouais. Euh, bon, cette action et même Ça- de manière générale, encore un match très compliqué de Terem Moffi. Moi, l'action, elle m'a rendu dingue, hein. Je l'ai retrouvé je me suis mis le replay, je dis cette action, je vais la retrouver. C'est symptomatique de Mofi en fait. Au-delà de techniquement, physiquement, il est zéro. Et c'est ça, c'est le sens du but en fait. Tu as 5 mètres à sprinter, t'as juste à la pousser au fond. Janssen, il se fait un contrôle un petit peu loin, mais sans regarder, il te la met devant le but dans la zone parfaite. Tu sprints sur 5 minutes, si tu sens un peu le jeu, t'as juste à la pousser au fond et il y a but. Je sais pas, c'est l'instinct du buteur qu'il n'a pas, qu'il n'a pas. Un Dolberg, il y est, mais les yeux fermés devant le but, hein. Et pour moi, c'est pas physique, ça. C'est pas physiquement, tu as un sprint de 5 mètres, même si tu es mort, tu sais que tu vas t'arracher, jusqu'au bout, tu vas t'arracher, tu vas la pousser au fond. C'est pas physique, c'est l'instinct, c'est qu'il n'a pas. Hugo, bon, Mofi, c'est un peu le sujet qui ressort voilà, très, très, très régulièrement. Euh, mais par rapport à la situation dont on parlait avec Romain, c'est vrai que pour le coup, je vais avoir le même propos que contre Benfica. C'est-à-dire que si aujourd'hui Mofi, c'est ton numéro 9 titulaire qui joue 80-85 minutes par match, eh bien, moi, j'aurais tendance à plutôt l'excuser parce qu'on sent vraiment que physiquement, c'est dur et que les carences techniques, on les connaît. Mais voilà, en termes de repères, en termes d'appui, euh, il n'est pas au top, il n'est pas à 100%. Et tu ne peux pas prétendre à avoir le maximum de chances marquer avec un numéro 9 dans son état physique actuel. Donc voilà, après on le connaît, hein, on sait ce qu'il sait faire, on sait aussi ce qu'il ne sait pas faire. Une saison c'est long, mais là je trouve que le procès pour le coup, il est un peu trop facile. Je sais pas ce que tu en penses. Bah ouais, pour moi, je suis clairement d'accord. Pour moi, il est fautif parce que ces matchs sont mauvais, mais pour moi, les fautifs principaux, bah, c'est la direction qui a pas anticipé du tout ce dossier. Parce qu'en fait, faut pas minimiser les croisés pour un joueur et surtout un joueur de son profil vraiment tanké physiquement, gros gabarit. Je pense par exemple à Mbolo du côté de Monaco. C'est un super buteur de Ligue 1 avant ses croisés. Il est plus jamais revenu pour l'instant à son meilleur niveau et ça fait 1 an et demi, 2 ans, non, un peu 1 an et demi, je pense qu'il a eu les croisés. Donc en fait, il ne faut pas sous-estimer l'importance l'impact que peut avoir les croisés sur un attaquant de ce gabarit. Et pour moi, Mofi ne devrait pas être titulaire à ce moment-là de la saison. Même s'il est revenu depuis mars, il faisait des bouts de match. On voyait qu'il n'était pas du tout en jambes l'année dernière. Et même avec la prépa, c'est trop tôt en fait. C'est surtout sur un joueur qui a des fragilités au genou, donc on connaît. Pour moi, c'est une faute professionnelle qu'il a été lancé contre Benfica, et là, qui doit en plus enchaîner 3 matchs en si peu de temps. Il sort pas avant la 80e. Moi, c'est n'importe quoi. C'est un dossier qui a été géré de manière ridicule. Et je comprends qu'on soit frustré parce qu'il y a le prix du transfert, il y a la frustration que provoque le joueur, il y a la frustration que provoque la situation de l'attaque en ce moment. Je trouve que les critiques sont quand même très dures. Enfin, à dur, parce qu'en même temps, c'est leur métier, mais je trouve que c'est très sévère envers Mofi et elle devrait plus s'orienter envers la direction qui a mal géré ce dossier et qui jette en pâture le joueur et qui ça se voit à des kilomètres, en fait, qu'il n'est pas prêt. Je suis d'accord que sur l'action, il est fautif, mais tu sens aussi, c'est pas que sur cette action, qui se traîne sur le terrain, les appuis sont lourds, c'est dur de se retourner. Enfin, il n'est pas prêt, quoi. Il devrait rentrer en fin de match à 60e et jamais démarrer 3 matchs de suite à ce moment-là de la saison. Moi je me pose aussi la question du cas Victor Orakpo. Enfin, je veux dire, l'année dernière il fait quand même des bouts de match, il est intéressant. Là tu le prêtes assez rapidement cet été. Bon, Nguené, il a l'air intéressant, tu sens quand même que c'est un joueur qui a du potentiel. Mais pourquoi prêter aussi rapidement Orakpo alors que bah, bon, après, tu n'anticipes pas forcément ce cas-là, donc tu n'anticipes pas le fait que ça va être compliqué de recruter dans ce secteur-là. Mais j'ai trouvé quand même, enfin, Orakpo, alors, j'aime bien le move qu'il aille à Montpellier, quoique avec le recrutement d'Alexandre Mendy, peut-être qu'il jouera sans doute moins. Mais aujourd'hui, je veux dire, il y a de la place. Il y aurait de la place pour un Victor Orakpo euh, à Il, 100% il aurait, qui aurait pu faire mieux que Mofi. il aurait fait ce que fait Nguené en ce moment pour moi. Il aurait fait des bouts de match et, et peut-être plus vu la situation de Mofi, mais
ça aurait pas changé grand-chose, je pense. Mofi, moi, le club comptait sur lui. Et au final, il s'avère que il a des difficultés de se remettre. Allez, on va l'excuser de se remettre de sa blessure, mais pour moi, ça fait pas tout. Et il avait les mêmes difficultés avant sa blessure. Ok, il prenait plus la profondeur, ça allait plus vite. Et techniquement, même dos au jeu, vous avez vu son gabarit, il se fait bouger sur tous les duels. Mm. Et ça, c'est pas normal, c'est pas une question de physique. Il se fait bouger sur tous les duels. Bah si, Et ça, bah si, justement. oh non, non, il est toujours en retard, il se fait bouger sur tous les duels. Oh, je sais pas, ça fait quand même 4 mois qu'il a repris, hein. Ça fait pas 2 semaines. Ah, ça se trouve, Son- il retrouvera jamais C'est ça le son niveau problème. que. Bon, en fait, c'est surtout ça l'inquiétude que j'ai, moi. C'est ton investissement, il sera à perte forcément. Mais moi, je suis très inquiet que, comme je t'ai dit, les croiser sur un joueur de son gabarit, je suis vraiment pas sûr qu'on le revoie à son niveau qui nous avait quand même montré positif sur les 6 mois après son arrivée en 2023, où tu sentais quand même que même si je suis d'accord avec Romain dans les duels dos au but, notamment, il a toujours été déficitaire. Mais en termes de puissance, en termes de prise de profondeur, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on voit actuellement. Là, contre Benfica, on a souvent joué en transition. Il y en a eu quelques-unes où je sens que c'est lourd sur les premiers appuis, c'est dur dans les courses. Et moi, je suis très inquiet sur le fait qu'il retrouve vraiment son meilleur niveau physique. Et, je salue Steph, s'il passe par là, qui avait posé une question justement par rapport au cas Mofi. Enfin, pas une question, mais plutôt une réflexion sur Twitter en disant que lui, en fait, il aurait tendance à prêter Mofi avec option d'achat. Euh, Si vous avez la possibilité de le prêter, enfin, de vous en séparer, on va dire, temporairement, parce que je doute qu'il y ait un club qui aligne un billet dessus, est-ce que vous le faites ou pas à l'heure actuelle, dans l'optique qu'on fasse un joueur supplémentaire dans ce secteur de jeu-là? Ça paraît, honnêtement, ça paraît très peu probable, mais dans l'idée, est-ce que vous persistez avec lui quand même cette saison-là, dans l'espoir qu'il retrouve quand même un semblant de niveau pour essayer de le valoriser et de le revendre? Parce que je doute que ce soit le serial buteur tant attendu ou pas. Qu'est-ce que vous faites? Moi, ça me paraît improbable. Moi, Déjà, c'est pas souhaitable vu la faiblesse en nombre du secteur offensif. Pour moi, là, il faut se séparer de personne. En fait, on est tellement à flux tendu que même s'il n'est pas au niveau, faut quand même l'avoir. Parce que j'aime beaucoup Nguédé, il fait des bonnes entrées, mais je suis pas sûr qu'il puisse tenir le poste de titulaire non plus sur la durée. Et après, je vois vraiment pas quel club le prendrait en prêt actuellement. Lui-même, est-ce qu'il accepterait de partir dans un club, je sais pas, en deuxième partie de tableau? Ouais, ça me semble une option improbable et même pas forcément souhaitable pour nous en termes de quantité d'effectifs en ce moment, quoi. Pour moi, c'est un move vraiment qui se réalisera pas. J'en vois même pas l'intérêt en fait. Je sais même pas quoi dire sur ça. Je préfère qu'on le garde, qu'on lui donne du temps de jeu en concurrence avec un autre joueur, qui se remette bien, qui se remette bien physiquement. Mais pour moi, l'intérêt d'un prêt ne servira à rien. Surtout, on ne sait pas par qui le remplacer en fait. On galère tellement à trouver un attaquant que par qui on va remplacer Mofi. Et est-ce que lui accepterait de partir dans un club de seconde zone, on va dire? Donc Ouais. pour moi, c'est irréalisable. Puis tu joues quand même 3 compétitions cette année, donc tu as besoin quand même de profondeur, que tu le mettes numéro 1 ou Ouais, ouais. numéro 2. Tu as quand même besoin de profondeur. Moi, j'aimerais quand même aborder aussi un sujet. Les cadres de cette équipe, parce que bon, il y en a quand même quelques-uns. Melvin Barr, Joe Kloss, Hichem Boudaoui. Hichem Boudaoui qui, je pense, a été peut-être l'un des seuls à surnager un peu collectivement dans cette équipe. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi profondément, c'est... Bon, le mercato, on en a parlé et on continuera à en parler, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus profond en fait. Que là, la confiance a été affectée. Et lorsque je vois un peu les matchs de Melvin Barr, de Joe Klose, des joueurs normalement valeur sûre depuis l'année dernière, je sens pas vraiment dans même dans leur gestuelle, une sorte de, de confiance par rapport à leur place dans le groupe, quoi. On sait que Barr est approché par des cylindrés. J'ai vu l'Atalanta, la Juve notamment. Bon, si ce genre d'équipe pose 20, 25, 30 millions d'euros, bon, je pense qu'on pourra difficilement le garder. Mais
En fait, il y a des signaux quand même ultra inquiétants par rapport à la saison qui nous font dire quand même que on peut vivre une saison infernale où dans, je sais pas, 3 4 mois, S se fait licencier parce que les résultats sont catastrophiques. Le mercato n'a pas été bon. Et puis en plus de ça, tes cadres ne répondent pas présents. Est-ce que selon vous, je suis extrême ou est-ce que c'est un scénario qui est envisageable? Et est-ce que vous avez la même lecture que moi par rapport au cadre de ce groupe-là? Hugo, si tu veux y aller. Ouais, sur les cadres, je suis assez d'accord. Je suis très déçu, notamment de Klose. Moi, surtout sur les trois de, premiers matchs. Bon, un peu le match aller contre Benfica, ça va, c'était OK. Mais je trouve que dans son attitude, même dans son niveau technique, il devrait être celui qui, en l'absence de tous les cadres qui sont blessés, devrait prendre, entre guillemets, peut-être pas l'équipe sur son dos, mais montrer l'exemple techniquement surtout. Et dans son attitude, et je suis assez déçu de ces matchs. Je trouve qu'il s'énerve assez rapidement. C'est un peu brouillon là, son dernier match. Il a pris le bouillon par Agbo là, de Toulouse. J'étais assez surpris. Et sur Melvin Barr, ouais, pareil, les performances un peu décevantes, mais c'est aussi pour lui. Pas oublier que il a été très bon ces 2 dernières années, mais il a, c'est un joueur, je trouve, qui bénéficie aussi du cadre collectif. Il a besoin quand même d'être entouré par certains joueurs, par Youssouf, par Dante, par des joueurs devant lui à qui combiner. Là, c'est lui qui a toute la lumière et qui doit endosser ce rôle de patron de l'équipe. Je suis pas sûr qu'il ait forcément encore les épaules pour ça. Donc c'est pour ça que je suis un peu, ouais, je suis un peu pas déçu, mais ouais, ses performances et ce statut de capitaine, peut-être ça lui colle pas non plus très bien. Et après, sur le scénario horrible là, que tu nous proposes, je suis peut-être un peu moins négatif. Je pense qu'on va vivre des purges cette année. En tout cas, je suis quasi sûr, notamment sur la première partie de saison. Après, je suis pas non plus aussi catastrophique que certains, parce que notamment sur la qualité de l'effectif, on va revenir sur le truc des blessés, mais quand tu as ton effectif au complet, ce qui n'arrive jamais, t'es largement au-dessus de certaines équipes du bas de tableau. Donc, à terme, je pense que tu feras la différence et que tu ne seras pas non plus dans la charrette comme certains le craignent. Mais je pense que au niveau du jeu, on va vivre des mois compliqués et des soirées pas très plaisantes à l'Alliance. Là-dessus, je suis assez d'accord. Romain, sur les cadres, enfin, sur les 3 matchs qu'on a vus, on a l'impression, voilà, enfin, est-ce que tu partages cette idée que, bon, il y a des carences techniques, des carences physiques, des carences sans doute mentales, mais ça a l'air quand même d'être plus collectif qu'individuel. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça, plus collectif qu'individuel. Je rejoins Ego à 100% pour Bart. Enfin, j'ai rien à rajouter. Par contre, concernant Klose, je fais souvent un focus sur lui. C'est un joueur que j'adore, sincèrement. Je trouve que c'est un excellent joueur de foot. Il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe, mais lui, il sent le jeu et je trouve qu'il commence à en avoir ras-le-bol, en fait. Je trouve qu'il râle énormément sur le terrain. Derrière lui, avec Mendy, toutes les 5 minutes, c'était criant, il faisait que lui gueuler dessus. Il reçoit que des saucisses de Mendy. Et dès qu'il a le ballon, Klose, pour qu'il trouve une solution, c'est le bout du monde. C'est le bout du monde. Je l'ai vu en première mi-temps, pour moi, c'était criant. Dès qu'il avait le ballon, il cherchait, il cherchait. Tu avais Mofi qui se cachait derrière le défenseur. Mendy qui redemandait pas le ballon en décrochant de 10 mètres. Il se retrouvait à devoir jouer avec Louché ou Boudaoui. Et après, on n'a pas les circuits de jeu de toute façon. Enfin, moi, c'est ça que j'ai trouvé criant. C'est qu'il commence à en avoir ras-le-bol, j'ai l'impression, Klaus. Ouais, mais après, c'est quand même le joueur plus expérimenté. Tu vois, il a 32 ans, il est entouré de jeunes qui, certes, sont pas bons actuellement, Je suis mais d'accord, c'est il lui y a qui tellement. devrait pousser vers le haut, ça. Ouais, en fait, il y a tellement une morosité dans l'effectif que lui, même s'il n'est pas content, il doit ramener le positif, même si c'est difficile. C'est ce qu'on on critique souvent Dante pour ça, mais je trouve que c'est important dans les moments où tu es en crise de confiance. Tu dois avoir ton leader le plus expérimenté qui ramène le positif, qui prend sur lui. Et j'en attendais quand même un peu plus de lui sur ce rôle-là spécifiquement. Et ouais, faut qu'il se calme un peu sur les prochains matchs et qu'il endosse ce rôle de leader positif pour l'équipe et d'exemple, quoi. Moi, je suis d'accord. On a beaucoup parlé de la ligne d'attaque. Là, on a parlé un peu des pistons. La ligne défensive, bon, c'est difficile en termes d'automatisme. Et la relance technique, quoi qu'on en dise, quand tu as un Abdelmonem, Youssouf, Dante, bon,
Ça n'a pas toujours été parfait, mais par contre, techniquement, tu sais que tu vas être beaucoup plus sûr. Même Barre, quand il jouait dans la défense à 3, ça l'est. Mais la perte de milieu de terrain, Boudaoui, Louché, moi je trouve qu'aussi, et ça me fait du mal de dire ça, mais les Antoine Mendy et Louché, alors ce sont des jeunes joueurs, ils sont voilà, encore en développement, etc. Mais bah, on ne peut pas non plus être tout le temps dans un contexte favorable pour réaliser des bonnes performances. Voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même limité. C'est gentil, c'est sympa, etc. Mais c'est limité. Ah mais oui, enfin pour moi les trois de derrière, techniquement c'est très 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 faible. Et le problème c'est qu'on demande de repartir propre avec le gardien. On fait une passe sur Mendy, on a déjà la sueur. On ne sait pas ce qui va se passer. Bah, d'ailleurs, le but toulousain il vient d'une mauvaise relance de Mendy, hein. Ça en découle de ça. Donc c'est pour ça, je ne comprends pas avec cette défense-là pourquoi on ne s'adapte pas aux qualités des joueurs. Pourquoi on persiste à relancer propre avec ces joueurs. On sait que c'est pas leur fort technique, c'est pas leur fort, la technique. Adapte-toi, bah tu vas jouer un peu plus long, tu vas chercher le second ballon, que de vouloir tout le temps relancer propre. Et souvent, Diouf fait la passe à Mendy, et ce qu'il en découle, c'est qu'on joue long devant. Donc autant le faire directement, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas aussi aménager un circuit de passe avec un Boudaoui un peu plus bas qui vient justement Oui, euh, retirer cette responsabilité des trois derrière pour être un peu la rampe de lancement du jeu, quoi. Parce que là, il est dans un. Il est. mais si Boudaoui décroche, après on n'a plus personne Ouais, mais devant. c'est là où justement il te manque un milieu de terrain. Parce que Les tu mets deux, Boud... mais oui, mais tu recentres les deux ailiers, tu les recentres. Au moins, ça fera de la densité au milieu. Ben, Ils servent à quoi sur le côté? j'ai l'impression quand même que lorsqu'on a le ballon, ils ont plus de liberté. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus Jansson Buonanni euh, sur leur côté en phase défensive. Mais par contre, quand ils ont le ballon, tu vois beaucoup plus d'appel de Jansson parce que c'est un peu plus son jeu, moins de Buonanni. Mais tu vois, dans ce circuit de passe là où tu as un Boudaoui un peu sentinelle comme il a déjà joué, pour moi, il me manque justement un milieu de terrain qui vient Ça, tu. garnir ce secteur de jeu-là. Tu peux laisser loucher éventuellement, mais tu rajoutes un Diop en pointe haute, Ah tu ouais. rajoutes un Buonanni, tu rajoutes, je sais pas, même Djibril Koulibaly à la limite, hein, moi ça me dérange pas avec ce qu'il a montré à Benfica, mais je nous trouve en fait faible en attaque placée, je nous trouve pas bon en transition, autant défensif qu'offensif, je nous trouve très très mid, un peu comme nos recrues en fait, très très mid sur beaucoup de choses. Et là, je me dis en fait, là, tu perds 1-0 contre Toulouse. En fait, là, tu vises le ventre mou, quoi. Tu vises allez, 14, entre 14 et 8. Mais le top 7, comme ça avait été annoncé, parce que recrutement Europa League, de ce qu'on nous a dit, bah là, à l'heure actuelle, et c'est Francaise qui l'a dit, hein, À l'heure actuelle, ouais. avant Toulouse, tu peux pas te battre pour le top 7, tu peux pas être performant en Europe, tu peux pas faire top 24, parce que c'était ce qui a été annoncé. On est le 18 août, messieurs. Voilà. Donc, c'est. Bon, on en revient en fait, voilà, on a fait la boucle, hein, quelque part de l'émission, on en revient au départ. Mais je sais pas. Si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, en fait, hein, c'était plus une. Ouais, Hugo. Bah, ouais, le symbole de ça, c'est que ton capitaine de défense actuellement, c'est Djoumaba. Djoumaba a 19 ans, bon joueur de Ligue 1, enfin bon, 6 bons mois avec Lens, mais jamais quand tu le prends jamais pour que ce soit ton capitaine de défense sur ton début de saison. C'est un joueur qui doit être accompagné d'un Dante, d'un bon Bito. Moi, je le voyais comme ça dans l'esprit. Et c'est un joueur qui devait être accompagné par les autres, pas être le centre de ta défense. En fait, c'est aussi ne pas lui rendre service, parce qu'on est dur avec lui sur ses débuts qui sont un peu moyens. Mais jamais Djoumaba, il doit se retrouver à Benfica, au stade de la Luz, capitaine de défense. C'est pas possible en fait. Donc c'est aussi le symbole de notre mercato raté et des blessures qui sont lunaires, hein, parce que dans ton secteur défensif, tu as Bombito, tu as Youssouf, tu as Abdelmonem, tu as Abdi. Enfin, tu peux même pas faire redescendre Barre en piston parce qu'Abdi est pas Barre en centrale parce qu'Abdi est pas là pour occuper le poste de piston. Donc en fait, tu as toute ta défense de la saison dernière qui est pas là.
Et du coup, ça te force à aligner une défense voilà, c'est pas leur rendre service. Normalement, il devrait y en avoir un des trois titulaires dans la défense à trois, pas les trois, ça doit jamais arriver. Et je trouve que les trois, c'est pas des mauvais joueurs, mais c'est juste que là, c'est pas possible de les aligner tous les trois en défense en même temps. C'est pour ça que ça nous donne ce rendu compliqué en défense, quoi. Tu sais à quoi ça me fait penser ce que tu es en train de dire? La titularisation d'Abdelmonem l'année dernière à Lens. En fait, Ouais. on s'est dit exactement la même chose. On s'est dit, non mais attends, mais c'est l'envoyer au charbon que de le... Alors là, pour le coup, c'était plutôt dans une logique un peu de faire tourner, etc. Parce que je crois qu'il y avait un match en Europe sur la même semaine. Euh, alors, attention, moi, Francaise, j'apprécie le football, etc. Mais pour le coup, là, sur ce début de saison-là, je trouve qu'il y a quand même des choix qui sont discutables. Extrêmement discutables. Et ce n'est pas mettre tes joueurs dans les meilleures dispositions que de les envoyer au casse-pipe parce que tu es, voilà, voilà, tu as la volonté certaine de vouloir jouer dans ce dispositif-là. Ouais, mais là, en fait, là, les joueurs que tu as là, enfin, je veux dire, la défense, à ce Tu dois niveau-là, t'adapter. tu peux pas. Tu peux pas. À la limite, tu Non. mets Jumaba avec Opong ou avec Mendy, à la limite, et tu joues avec les meilleurs joueurs possibles. Là, Tu renforces ton milieu, quoi. tu alignes en fonction de ton dispositif parce que voilà, tu as décidé que tu joues en 3-4-3, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est ça qui est frustrant. Ez, il connaît le football quand même. Enfin, il voit comme nous. Il laisse à l'agonie les deux petits Boudaoui et Louché au milieu. Pourquoi tu renforces pas ton milieu? On prend le bouillon au milieu. Ils peuvent rien faire, les deux. Ils Et peuvent rien surtout faire. physiquement. Physiquement. Physiquement, bah oui, physiquement. Contre le Benfica, c'est même techniquement, hein, contre le Benfica, c'était. Vous avez vu jouer les joueurs de Benfica au milieu, techniquement, c'était un régal. C'était une autre dimension. Et même à 3, 3 derrière, c'est censé être rassurant, mais je suis pas du tout rassuré quand j'ai les ballons en profond, les ballons en profondeur, combien il y en a eu contre le Benfica, contre Toulouse. Je sais pas. Messieurs, bon, on Même, a. Ouais, oui, Hugo, je t'en prie. j'ai juste rajouté que Djoumaba parle pas français, Opong parle pas français, donc forcément dans une défense, c'est que la communication c'est ultra important. Déjà qu'ils sont pas en confiance, et si en plus ils peuvent pas communiquer, ça rend forcément le truc pas bancal et pas tenable, quoi. Messieurs, on a fait le tour de ce match et de l'actualité de l'OGC Nice. Merci à vous deux d'avoir été présents pour ce numéro du Club Pancho. Romain, belle première. Bravo à toi. On se retrouvera, eh bien, nous, très rapidement pour parler de Abdoul Samed. Normalement, je suis beaucoup plus vif. Là, je ne l'ai pas été. Voilà. Les noces de coton, voilà, vous comprendrez. Également pour Kevin Carlos, un numéro prochainement. Donc là, il y aura 2 numéros mercato qui vont arriver rapidement. Je ne sais même pas contre qui on joue le week-end prochain. Auxerre. Oh là là. Oh le but de Sinayoko. OCR. Oh le but de Bah oui, Sinayoko. bah oui. Oh le doublé de Sinayoko. On y pense tous, bien sûr. Ce serait d'une C'est logique. écrit. C'est écrit. Tellement, tellement. C'est écrit. Écoutez, messieurs, ben, merci à vous d'avoir été présents. Si vous avez eh bien, aimé ce numéro, chers auditeurs et aficionados du Club Pancho, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve très très rapidement. Merci à tous les deux. Et puis passez une très bonne journée, très bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.